Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Croisée des chemins. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre point info du jour. Bien, commençons. Obtenir une arme à feu pourrait devenir plus difficile aux États-Unis. Biden révèle de nouvelles règles sur les armes à feu et veut en faire plus. Biden a pris 6 mesures exécutives sur le contrôle des armes à feu. Dans les 2 prochains mois, le ministère de la Justice publiera une proposition de règles pour arrêter l'augmentation des armes fantômes ou des armes artisanales, c'est-à-dire les armes fabriquées à la maison ou qui n'ont pas en tout cas de numéro de série traçable, étendre la loi nationale sur les armes à feu aux fusils à canon court, ce qui signifie que si quelqu'un achète un support pour un pistolet, il doit l'enregistrer auprès du secrétaire du Trésor et payer une taxe de 200 $. Il demande également au Bureau des alcools, tabac et armes à feu et explosifs de publier un rapport annuel sur le trafic des armes à feu. Biden a nommé David Chipman, militant pour le contrôle des armes à feu, au poste de directeur du Bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu. M. Biden a repoussé les affirmations selon lesquelles ses actions exécutives vont trop loin. Il a déclaré qu'il était bizarre de penser que ces actions violent le 2e amendement. Il a dit, je cite, « Ce sont des arguments bidons qui suggèrent que ce sont des droits du 2e amendement qui sont en jeu pour ce dont nous parlons, mais aucun amendement de la Constitution n'est absolu. » Fin de citation. Le ministère de la Justice va également publier un modèle de loi pour encourager les États à adopter ces lois. Les lois vont permettre aux membres de la famille ou à la police de demander une ordonnance au tribunal pour retirer temporairement les armes à feu aux personnes qui peuvent présenter un danger pour elles-mêmes ou pour les autres. Biden demande au ministère de la Justice de publier un rapport annuel sur le trafic d'armes afin d'empêcher les armes de tomber entre les mains de criminels. Biden a utilisé la hausse de la criminalité pour plaider en faveur de lois plus strictes sur le contrôle des armes à feu, citant le tireur qui a tué 5 personnes en Caroline du Sud, l'une des 4 fusillades de masse des 3 dernières semaines. Les autres ont eu lieu en Géorgie, au Colorado et en Californie. En 2005, le Congrès a adopté la loi sur la protection du commerce licite des armes qui a conféré aux fabricants d'armes un degré élevé d'immunité contre les poursuites en dommages et intérêts intentés par les victimes de la violation armée et de leurs proches. La secrétaire de presse à la Maison-Blanche, Jen Psaki, a déclaré plus tard aux journalistes que M. Biden appelle les législateurs du Congrès à réintroduire les anciens projets de loi qui visaient à abroger la loi sur la protection. En septembre dernier, une cour d'appel de Pennsylvanie a jugé que cette loi était inconstitutionnelle. M. Biden veut également permettre aux victimes de violences armées de poursuivre les fabricants d'armes. Les réactions aux lois sur les armes proposées par Biden sont mitigées. Certains disent que ces actions enfreignent le 2e amendement, d'autres qu'elles contribuent à réduire la violence. Biden affirme que ces décrets sur les armes à feu n'enfreignent pas le 2e amendement. La gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, pense le contraire. Elle affirme que la suppression des armes à feu par le biais de la loi constitue une infraction. Pour rappel, le 2e amendement stipule, je cite, « Le droit du peuple de garder et de porter des armes ne doit pas être enfreint. » Fin de citation. Selon la Library of Congress, la signification de cette phrase n'est pas évidente et a donné lieu à de nombreuses interprétations. Mais la Cour suprême n'a pas pris beaucoup de décisions à ce sujet. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, approuve quant à elle les projets de M. Biden. Elle affirme que ces actions contribueront à sauver des vies et à réduire la violence communautaire. Selon le site archivesdesviolencespararmes.org, plus de 11 000 personnes sont mortes d'une forme quelconque de violence armée cette année. Mais la plupart d'entre elles, en fait, se sont suicidées. 132 d'entre eux étaient des fusillades de masse. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, dit que Biden menace les droits des armes à feu. Il veut faire du Texas un État sanctuaire du 2e amendement. Le représentant de l'État de l'Ohio, Mike Lowshek, affirme que les Américains doivent défendre leurs droits maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. En février, il a présenté la loi sur la préservation du 2e amendement. Cette loi désignerait l'Ohio comme un État protecteur du 2e amendement. Le projet de loi affirme que les États ont le droit de défendre les libertés plutôt que le gouvernement fédéral.
et certains États n'ont pas attendu pour prendre certaines mesures. Le 6 avril, le gouverneur de l'Arizona, Doug Ducey, a signé une loi interdisant aux policiers et aux shérifs de l'État d'appliquer les nouvelles lois fédérales sur les armes à feu susceptibles de violer le deuxième amendement de la Constitution. Selon le texte de loi, je cite, « l'État de l'Arizona et ses subdivisions politiques n'ont pas le droit d'utiliser les ressources financières ou le personnel de l'État pour administrer, coopérer avec ou appliquer toute loi, acte, ordre, règle, traité ou règlement du gouvernement fédéral qui est incompatible avec toute loi de cet État concernant la réglementation des armes à feu. » Fin de citation. Les partisans de cette loi affirment qu'elle garantirait la protection des droits des propriétaires d'armes à feu contre ce qu'ils décrivent comme un excès potentiel du gouvernement fédéral, tandis que ses détracteurs affirment qu'elle compromettrait la coopération entre les forces de l'ordre de l'Arizona et les fonctionnaires fédéraux. Les partisans du contrôle des armes à feu tels que Moms, Demand Action et Everytown ont cherché à faire pression sur Ducey pour qu'il oppose son veto à cette mesure. Moms a déclaré avoir recueilli plus de 2000 signatures dans l'État et les avoir présentées au bureau du gouverneur. Il y a environ une semaine, le Sénat de l'Arkansas a voté pour empêcher les agents fédéraux chargés de l'application de la loi d'appliquer certaines lois et réglementations sur les armes à feu. Trent Garner, sénateur de l'Arkansas, a déclaré à propos de l'adoption du projet de loi, je cite, « Il est plus important que jamais de protéger les droits de notre État. » Fin de citation. Le sénateur d'État Jim Hendren a déclaré que le projet de loi mettrait en danger le financement fédéral de l'Arkansas et placerait un obstacle inutile entre les forces de l'ordre de l'Arkansas et les agents fédéraux. Parallèlement à cela, les Américains achètent des armes à feu en grand nombre. Selon le cabinet conseil Small Arm Analytic, les Américains ont acheté environ 2,2 millions d'armes le mois dernier, soit le deuxième chiffre le plus important jamais enregistré pour un mois de mars. Les ventes d'armes à feu sont généralement motivées par des loisirs et la sécurité, mais il existe également des inquiétudes quant aux mesures gouvernementales croissantes visant à contrôler les armes à feu. Certaines personnes se déplacent même vers des États plus favorables à la liberté. Et nous passons à présent au projet d'infrastructure. Biden déclare que lui et la vice-présidente Harris rencontreront les républicains et les démocrates dans les prochaines semaines pour négocier le projet d'infrastructure. Mais dans le même temps, il a critiqué les républicains pour ne pas vouloir s'en tenir au projet d'infrastructure traditionnel. Le plan d'infrastructure massif de M. Biden suscite toujours des réticences parmi les législateurs. M. Biden a apparemment répondu aux critiques selon lesquelles le plan va au-delà de l'infrastructure en déclarant, je cite, « Dire automatiquement que la seule chose qui constitue une infrastructure est une autoroute, un pont ou quoi que ce soit d'autre, ce n'est tout simplement pas rationnel », a-t-il dit. Il a ajouté « Il y a 200 ans, les trains n'étaient pas non plus des infrastructures traditionnelles jusqu'à ce que l'Amérique fasse le choix de poser des rails à travers le pays. » Fin de citation. Selon lui, les infrastructures comprennent également tout ce qui va des installations d'égouts aux conduites d'eau. En ce qui concerne le bipartisme, il affirme qu'un groupe de républicains est venu le voir avec une proposition de 600 milliards de dollars pour financer des projets d'infrastructures plus ciblés, mais qu'ils n'ont pas bougé d'un pouce pour négocier avec lui. Biden affirme que son plan est une approche tournée vers l'avenir et que c'est ce qu'il faut pour que l'Amérique redevienne un leader mondial. Il a dit « La Chine et le reste du monde ont une longueur d'avance sur nous et sur les investissements qu'ils ont dans l'avenir. » Il a souligné qu'il était prêt à travailler avec les républicains sur le sujet, mais le Sénat a le feu vert pour aller de l'avant, même sans les votes républicains, en utilisant un processus appelé réconciliation budgétaire. Les républicains ne sont pas les seuls à s'opposer au projet de loi. Certains démocrates modérés soulèvent des problèmes avec le taux d'imposition des sociétés de 28%. La Chambre de commerce américaine a précédemment qualifié la proposition de « dangereusement mal avisée ». La National Association of Manufacture déclare que des impôts plus élevés ramèneront l'horloge aux politiques fiscales archaïques qui donnaient aux autres pays un avantage sur l'Amérique. M. Biden déclare qu'il fera pression de son côté pour l'adoption d'un taux minimum mondial d'imposition des sociétés afin de réduire les possibilités d'arbitrage fiscal des sociétés américaines qui réduisent leurs charges fiscales aux États-Unis en déplaçant leurs bénéfices vers des paradis fiscaux à faible taux.
M. Biden a déclaré lors d'un point presse à la Maison-Blanche mercredi, je cite, « J'ai également proposé un impôt minimum mondial qui est proposé dans le monde entier pour les sociétés américaines de 21%. » Ajoutant, « Cela signifie que les sociétés ne pourront pas cacher leurs revenus dans des endroits comme les îles Caïmans ou les Bermudes dans des paradis fiscaux. » Fin de citation. Cette déclaration fait suite à l'appel lancé lundi par la secrétaire au Trésor Janet Yellen en faveur de l'adoption d'un tel impôt qui reposerait sur la négociation d'un taux minimum mondial d'imposition sur des sociétés de 21% avec les principales économies. Le plan d'infrastructure de Biden d'une durée de 8 ans doit être entièrement financé par des augmentations d'impôts sur les sociétés étalées sur 15 ans. Sa proposition consiste à faire passer le taux d'imposition fédéral des sociétés de 28% à 28%. L'administration Biden cherche à obtenir une coopération internationale sur le taux minimum d'imposition des sociétés au niveau mondial afin de compenser au moins partiellement les inconvénients qui pourraient découler de la proposition de l'administration de porter le taux d'imposition des sociétés américaines à 28%. Et cette initiative est considérée comme un élément clé du financement de la proposition d'infrastructure de 2 300 milliards de dollars de l'administration Biden. La France et l'Allemagne, qui ont des taux d'imposition des sociétés relativement élevés au sein de l'OCDE, ont salué la proposition de l'administration Biden. Le ministre français des Finances, M. Bruno Le Maire, a dit, je cite, « Nous sommes ravis du soutien des États-Unis en faveur d'un impôt minimum sur les sociétés. » Il a noté qu'un accord sur la fiscalité internationale est désormais à portée de main. Ajoutant, « Nous devons saisir cette opportunité historique. » Fin de citation. Le ministre allemand des Finances a également salué la proposition, déclarant, je cite, « J'ai bon espoir qu'avec cette initiative sur l'imposition des sociétés, nous parviendrons à mettre fin à la course mondiale vers le bas en matière de fiscalité. » Mais l'Irlande a exprimé des inquiétudes quant à un impôt minimum mondial. Le pays a choisi un modèle à faible fiscalité pour attirer les investissements étrangers. En effet, le pays a l'un des taux d'imposition des sociétés les plus bas de l'OCDE, 12,5%. Selon la Tax Foundation, l'augmentation du taux d'imposition des sociétés à 28% porterait le taux d'imposition combiné État fédéral, État américain à 32,34%. Ce changement fera du taux d'imposition des sociétés américains le plus élevé de l'OCDE, ce qui réduira la compétitivité des États-Unis. Le taux moyen d'imposition des sociétés dans les pays de l'OCDE, à l'exclusion des États-Unis, est de 23,4%. Tax Foundation a déclaré dans un rapport, je cite, « Contrairement aux affirmations de la proposition concernant une course vers le bas sur les taux d'imposition des sociétés, les réductions des taux d'imposition des sociétés ont atteint un plateau depuis plus d'une décennie. » Fin de citation. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.